Bonjour Ariel Kandel. Shalom Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le directeur de l'organisation Qualita qui œuvre, on le sait, pour l'intégration des Juifs de France en Israël. Vous êtes aussi au plus près des mouvements d'Aliyah. Est-ce que vous pouvez d'abord confirmer, comme on a pu le lire ces derniers jours, que plus de 2000 demandes d'Aliyah ont été déposées à l'agence juive en France depuis le second tour des législatives dimanche dernier? Alors oui, il y a des centaines et des centaines d'appels. Alors évidemment, il y a des petites différences entre les gens qui appellent et les gens qui ont des dossiers. Mais bon, on va dire que l'intérêt est gigantesque, que ce soit auprès de l'agence juive et que ce soit même auprès de notre organisation Qualita. Et d'ailleurs, nous allons lancer dès demain une coopération également avec l'agence juive pour les aider à répondre au téléphone, puisque ça nous rappelle un peu les années d'après l'attentat à Toulouse et Hypercacher, où véritablement le standard, on va dire, avait été complètement noyé. Donc effectivement, il y a un très 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 gros intérêt sur l'Aliyah. Est-ce que ça veut dire que les gens feront l'Aliyah? Ça, c'est encore une autre question. Quels sont les renseignements qui sont demandés pendant ces premières prises de contact? Les gens, vous savez, il y a énormément de gens en France qui pensent toujours à l'Aliyah. Il y avait eu le fameux sondage à l'époque de l'IFOP qui avait parlé de 200 000 personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'Aliyah. Donc quand on s'intéresse à l'Aliyah, on peut penser à l'habitant d'Israël sans véritablement concrètement savoir de quoi on parle. Donc certaines personnes parlent du côté bureaucratique, on va dire, de savoir comment on fait pour faire son allié au niveau bureaucratique, quel papier il faut faire, comment se passe la procédure, etc. Et puis d'autres personnes essayent de se renseigner déjà sur des questions plus concrètes, comme l'éducation des enfants, comme les diplômes ou comme le côté professionnel. Ariel Kandel, quelles sont les motivations de l'Aliyah, de ces mouvements d'Aliyah de ces derniers mois? Alors évidemment depuis le 7 octobre et peut-être aussi avec quelques différences, peut-être vous nous le direz, depuis quelques semaines et ces élections à la fois européennes dans un premier temps, puis à la surprise générale législative. D'abord, il faut rappeler que toute aliyah, forcément, est d'abord par idéologie. Personne fait son aliyah uniquement pour des raisons, on va dire, dues à des drames ou à des situations difficiles. Les gens sont d'abord avant tout sionistes et proches d'Israël. Ce rêve de sionisme existe chez des milliers et des milliers de juifs à travers le monde. C'est pas pour rien qu'on dit l'an prochain à Jérusalem depuis des milliers d'années à la fête de Kippour ou à la fête de Pessah. Mais il est vrai que depuis le 7 octobre, donc il y a au moins, on va dire, deux choses qui poussent les gens à s'intéresser à l'aliyah de plus près. Donc forcément, les actes antisémites après le 7 octobre, ou alors, on va dire, après le premier tour, l'éventuelle montée du RN au pouvoir, et puis après le deuxième tour, l'éventuelle participation de LFI au gouvernement français. Et d'un autre côté, depuis le 7 octobre... C'est ce que vous disent les gens au téléphone, alors à l'agence juive ou à Qualita, lorsqu'ils vous contactent, ils vous parlent de la situation politique en France? Oui, complètement, ils parlent de la situation politique, et d'ailleurs c'est très intéressant, parce que ceux qui appelaient après le premier tour étaient beaucoup plus inquiétés pour des questions d'appliquer son identité juive en France, comme l'histoire de la kippa ou l'histoire de la viande cachère, etc. Contrairement à d'autres qui disaient, non, le discours qu'on entend, que le RN éventuellement pourrait protéger la communauté. Et puis après le deuxième tour, forcément, c'est quelque chose de complètement différent. Des gens qui disent, si LFI et Mélenchon font partie du gouvernement, ça on le sait pas encore, mais on le saura plus tard. Alors là, c'est une catastrophe, et en termes de sécurité pour le peuple français en général et pour les juifs en particulier, ça va être très compliqué, on a peur des émeutes, etc. Et donc, on s'intéresse à l'Aliyah. Mais je voulais juste rajouter, Steve, après le 7 octobre, il y avait également un point positif, des gens qui appelaient et qui s'intéressaient à l'Aliyah suite à l'élan de solidarité qui a eu lieu en Israël. Et beaucoup de gens ont vu ça, de la diaspora, cet élan de solidarité, et ont voulu s'associer au peuple juif en Israël, justement pendant la guerre, pour pouvoir faire partie de cet élan de solidarité juste un exemple par rapport à ce qui a été dit avant, c'était très intéressant, votre papier sur les personnes, sur les soldats qui ont perdu des membres. Oui. Alors c'est juste une initiative de ce matin. On peut déjà annoncer qu'aux prochaines Maccabiades de l'année prochaine en Israël, donc qui est l'équivalent des Jeux Olympiques pour le peuple juif, l'équipe de France, qui est également composée de Olim de France, qui sont sponsorisés par Qualita, présenteront durant les épreuves en natation et en athlétisme des soldats Olim ou fils d'Olim ou petits-fils d'Olim de France qui ont perdu un membre pendant la guerre et qui concourront aux épreuves de la Maccabiade dans un an.
C'est très représentatif donc des évolutions, notamment en termes de représentation dans les médias de ces soldats blessés au combat. Pour revenir à l'entre-deux tours, est-ce que parmi les personnes qui vous contactaient ou qui contactaient l'agent juif, certains mettaient également en avant la question de la double nationalité évoquée par le RN ? Ouais, alors ça, c'est pas tellement mis en avant, ça c'est plus après le premier tour. Il faut pas oublier qu'à l'époque, Marine Le Pen, il me semble même que c'était dans le débat face à Macron, mais je suis pas sûr, où ils avaient parlé également de cette histoire de double nationalité. Il faut comprendre que ça peut paraître quelque chose de finalement pas très pragmatique de savoir, bon, est-ce qu'on peut avoir une ou deux nationalités, qu'est-ce que ça change? Mais il y a quelque chose qui change plus, c'est par exemple cette histoire d'éventuellement ne pas donner la retraite aux Français qui seraient à l'étranger. C'était un point qui avait été levé lors de la dernière campagne présidentielle, et Marine Le Pen en avait parlé, éventuellement de supprimer la retraite aux Français à l'étranger. Et vous pouvez vous imaginer, Steve, qu'on a en Israël à peu près au moins 50 000 personnes au Lim de France qui reçoivent leur retraite de France. Si demain ils étaient amenés à se faire retirer la retraite, ça serait tout simplement une catastrophe. Donc c'est un des points effectivement qui a été soulevé par les personnes suite au premier tour et suite aux élections européennes où le RN avait fait un score assez important. Ariel Kandel, quelles sont les villes les plus prisées par les Juifs menant leur allié en Israël ? Alors ce qui est entre guillemets, ce qui est louable, on va dire, c'est que les Juifs de France, avec le temps, ont appris à se diriger en Israël vers des localités qui sont, on va dire, accessibles à eux. À l'époque, on voyait les gens essentiellement arriver à Jérusalem, à Tel Aviv, à Netanya, sans véritablement savoir qu'il y avait d'autres options. Aujourd'hui, les gens comprennent qu'on ne peut pas forcément... c'est comme si on passait parfois, je ne sais pas moi, de Sarcelles au 16e alors qu'on n'a pas trop les moyens, et des gens nous disent « Ah, j'habite à Sarcelles, j'habite à Tel Aviv ». Alors c'est à peu près... C'est impossible de la même façon qu'on ne peut pas passer de Sarcelles au 16e. Et donc les gens, avec le temps, comprennent que il y a d'autres régions qui sont accessibles en Israël au Olim, que ce soit la ville de Nahariya, que ce soit la ville de Hadera, que ce soit la ville de Afula, que ce soit aussi la ville de Beersheva. On a également des Olim à Netivot. Donc aujourd'hui, les gens comprennent que ce choix-là doit être fait en fonction du niveau socio-économique et nous les aidons également à s'orienter dans ces cas-là. Est-ce que vous vous appelez nos auditeurs qui envisageraient pour certains d'entre eux une éventuelle alliade de ne pas se précipiter malgré les événements, malgré les inquiétudes et de prendre le temps pour préparer leur projet ? Alors le problème là en fait c'est que toute cette histoire d'élection en France se passe au mois de juillet alors que l'immense majorité des Olim qui viennent du monde occidental en général viennent justement pendant la période de juillet et août parce que c'est surtout lorsqu'on a des enfants qui sont encore scolarisés. C'est évidemment plus facile de venir pendant les vacances que pendant l'année. Donc là, effectivement, pour des gens qui voudraient venir tout de suite, ça implique de prendre des décisions très rapides et d'essayer d'arriver avant le mois de septembre pour ceux qui ont encore des enfants. Et donc de potentiellement se tromper en ne prenant pas le temps pour la décision. Et donc potentiellement, effectivement, on va dire mal faire son choix par rapport à la destination d'arrivée. Donc, si on est retraité ou si on n'a pas d'enfant, évidemment, on peut le faire n'importe quand. Et donc là, il faut prendre les quelques mois pour s'organiser et bien arriver. Pour les autres, forcément, c'est toujours mieux de se préparer, que ce soit par rapport à ça ou par rapport à ceux qui ont des diplômes qui sont reconnus en Israël. C'est toujours mieux de lancer son équivalence avant de venir. Comme ça, une fois qu'on arrive en Israël, on peut déjà commencer à travailler lorsqu'on parle de métiers qui ont besoin d'une équivalence. Merci beaucoup Ariel Kandel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'organisation Qualita qui œuvre à l'intégration des Juifs de France en Israël. Bon après-midi.